Bonjour à tous, du coup, bienvenue à ce webinaire conception ou transformation de vos lieux et situations de travail. Donc, on est ensemble pour une heure et demie. L'idée, c'est de voir comment, quels sont les projets de conception, comment être accompagné et pourquoi être accompagné par votre service de santé au travail. Avant toute chose, alors déjà, on va se présenter, parce que finalement, on discute déjà. Donc, enchantée, Émilie Gers. Donc, moi, je suis ergonome à l'ANIEM, le service de santé au travail du Morbihan. Et je suis accompagnée de deux collègues, du coup. Bonjour, donc moi c'est Laurence Kael, donc je suis également ergonome, mais moi je travaille à la STI, donc au service de santé au travail en Iroise, qui couvre la région brestoise et une bonne partie du Finistère Nord. Bonjour, donc moi je suis Maria Logier, je suis également ergonome pour la santé au travail en région morlaisienne, donc le Pays de Morlaix, Saint-Paul-de-Léon et jusqu'à Landivisiau. Voilà. Donc, on sera toutes les trois vos hôtes pour ce webinaire. Donc, le petit point technique, je pense que c'est bon. Donc, ne cherchez pas à réactiver votre caméra surtout. On est enregistré. Vous pourrez revoir d'ailleurs ce webinaire si vous le souhaitez plus tard. Donc, pour le chat, posez vos questions au fur et à mesure. Vraiment, il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez des questions plus personnelles, on va dire, ou voilà, que vous n'avez pas envie que tout le monde voit, sachez que vous pouvez les poser aux intervenants directement. Vous pouvez aussi nous laisser votre adresse mail si vous avez des questions particulières au cours du webinaire. On pourra vous y répondre plus tard via un échange mail. Du coup. Voilà. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. Sur les aspects techniques, les filles, si jamais j'en oublie, n'hésitez pas. Voilà. Donc, juste un petit point avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, on est ensemble aujourd'hui, ce jeudi 24 septembre. C'est une journée un peu particulière. C'est une journée nationale de rencontre santé-travail, la prévention en action. Donc, c'est une journée qui est organisée par Présence. Pardon, voilà, je vais y arriver. Présence est une association nationale qui regroupe 240 services de santé au travail, interentreprises, donc de France. Voilà, donc c'est une journée qui a un écho un petit peu particulier cette année vis-à-vis du contexte sanitaire, qui a placé finalement les enjeux de santé au travail au cœur de l'actualité, avec des questions sur comment assurer la continuité des secteurs d'activité stratégiques, la santé, l'énergie, l'alimentation, voilà, la sécurité de ceux qui les portent. Comment accompagner les chefs d'entreprise, leurs collaborateurs pour assurer la santé et la sécurité au travail. Donc ça, c'est des questions des sujets vraiment incontournables on a bien vu, légitiment l'action de prévention et de conseil des services de santé au travail interentreprises. Voilà. Donc, pour être un petit peu plus précis, vous participez donc à un des 8 webinaires organisés par Présence Bretagne, parce que nous sommes tous bretons, logiquement, dans les personnes inscrites. Donc, Présence Bretagne, c'est le pendant du national, bien sûr. Donc, c'est une association régionale qui va regrouper donc là les 9 services de santé au travail inter-entreprises de Bretagne. Donc, voilà la petite carte avec donc, les différents services. Donc, normalement, vous devrez retrouver votre service auprès duquel vous adhérez. Les petits points, effectivement, ce sont tous les centres principaux, les centres de proximité qui maillent le territoire, en fait. Donc, voilà, normalement, vous devez retrouver votre centre d'attache, on va dire. Voilà, en quelques chiffres, Présence Bretagne, donc c'est plus de 730 000 salariés qui sont suivis pour plus de 71 000 entreprises qui adhèrent donc à ces services de santé. Donc en tout, c'est presque 850 professionnels à votre service, un peu plus de 200 médecins du travail, une centaine d'infirmiers santé-travail, plus de 270 secrétaires médicales qui travaillent avec ces médecins, ces infirmiers. On est plus de 130 préventeurs spécialisés. Donc, vous retrouvez, là, vous avez 3 ergonomes devant vous. Il y en a d'autres, bien évidemment. On a des hygiénistes du travail, on a des chimistes, on a des psychologues du travail, il y a des assistants santé-travail également. J'espère ne pas en oublier. Je vais me faire taper sur les doigts sinon. Voilà, on a bien sûr des fonctions support également, un service RH, comptabilité, service adhérent, avec qui vous êtes peut-être en lien d'ailleurs plus souvent, en plus de vos équipes médicales bien sûr. Service informatique, service communication aussi, les 2 derniers qui nous ont bien aidés à organiser ces journées aujourd'hui.
Voilà, donc on espère toujours qu'il n'y aura pas de bug et qu'on va aller jusqu'au bout. Donc voilà pour la petite intro. On va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc le sommaire pour cette heure, 7h30, ça sera donc définir finalement qu'est-ce qu'un projet de conception. On va voir que ce n'est pas forcément le gros projet architectural. Voilà, il y a des petits projets de conception. Dès qu'on transforme finalement une activité de travail, on peut dire qu'on est dans un peu une méthodologie de conception. Donc mes collègues vont vous expliquer tout ça. On va voir pourquoi il est intéressant de se faire accompagner par son service de santé au travail, quand et comment le solliciter. Quelques exemples concrets, c'est toujours plus parlant. Et puis les aides et les partenaires mobilisables qui peuvent, à part le service de santé, qui peuvent être donc mobilisés. Voilà. Bon, je laisse la parole à Laurence pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, rebonjour. Donc, la première question qu'on se pose forcément, c'est quoi un projet de conception et de transformation? Donc, comme Émilie vous le disait, la première chose auquel on pense, ça va être les gros projets, donc avec une extension et une construction d'un bâtiment, quoi. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des projets aussi de plus petite envergure, avec par exemple la modification d'un atelier ou l'intégration d'un nouvel outil ou d'une nouvelle machine. Dans ce type de situation, forcément, il y aura des modifications de l'espace de travail, mais également aussi de l'organisation de l'activité, c'est-à-dire comment les gens utilisent, par exemple, l'outil ou la machine. Les modifications peuvent intervenir sur des espaces de travail qui vont être collectifs ou individuels. Donc, ça peut s'agir, par exemple, des grands espaces de travail ouverts dans le tertiaire ou simplement voilà, des postes où les gens travaillent seuls. On parle de projets de conception aussi et de transformation dans le cadre de la rénovation des locaux, tout simplement parce que la rénovation des locaux, c'est l'occasion de réfléchir, par exemple, sur l'isolation thermique, l'isolation acoustique, les niveaux de luminosité. Donc, ça fait partie aussi des projets de conception et de transformation sur lesquels on peut vous accompagner. Le dernier point, c'est tout simplement le réaménagement des locaux. Donc, ce n'est pas forcément des projets qui nécessitent de casser des murs ou de revoir totalement les flux de circulation. Ça peut être tout simplement revoir le positionnement de certains postes de travail ou certains outils. Donc, tout ça, voilà, c'est vraiment des projets de conception et de transformation. Et n'importe quel secteur d'activité peut être concerné, donc, et surtout quelle que soit sa taille. Donc, ça peut être des secteurs dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans le tertiaire, dans le commerce. Et ça peut concerner des entreprises qui vont employer 3 salariés comme une centaine, voire 200, 300 personnes. Donc, n'importe quel secteur d'activité vraiment peut être accompagné dans des projets de conception et de transformation. La deuxième question qui se pose et qui est tout à fait légitime, c'est on peut se demander pourquoi on doit faire appel au service de santé au travail lors des projets de conception ou de transformation. Les premières personnes avec qui on va travailler, ça va être bien sûr l'architecte ou l'agenceur. C'est des spécialistes, ils connaissent les projets, ils ont peut-être même réalisé des projets à peu près identiques à ce que vous attendez. En revanche, les architectes, les agenceurs sont des spécialistes sur les espaces en tant que tels, c'est-à-dire ils vont prendre en compte les contraintes techniques, structurelles, ils vont prendre aussi les contraintes esthétiques, budgétaires. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de la prise de connaissance de la santé, de la sécurité au travail, ça ne fait pas partie de leurs compétences. Donc, même s'ils sont venus voir, ils ont pris des coachs, ils ont regardé un petit peu comment les gens travaillaient ou que vous leur avez expliqué votre activité, ils n'ont pas forcément le temps ou les connaissances pour évaluer les impacts du futur projet sur les conditions de travail des salariés, c'est-à-dire sur la façon dont ils vont se déplacer, est-ce qu'il y aura des contraintes sur la manutention des charges, sur les stratégies de communication, ce type de choses. Et c'est en ça où les services de santé au travail peuvent vous accompagner puisqu'on a ces compétences-là en interne, c'est-à-dire que les médecins, les infirmiers, les ergonomes sont vraiment des spécialistes sur les questions de santé, de sécurité, de performance et pourront en fait vous accompagner pour que votre projet soit aussi placé sous le signe de l'amélioration des conditions de travail dans leur globalité. Tout
en veillant bien sûr à ce que vous, en termes de qualité et de performance dans les entreprises, vous puissiez vous y retrouver. L'autre point aussi important, c'est que l'accompagnement sur des questions liées à la construction ou de nouveaux aménagements et également sur la modification apportée aux équipements de travail, ça fait partie en fait des missions du médecin de travail qui sont prévues par le Code du travail. Et dans ce code du travail, le médecin, en fait, et c'est précisé que le médecin du travail peut conduire des actions dans les entreprises avec d'autres membres en fait, du service de santé. C'est ce qu'on appelle les membres de l'équipe pluridisciplinaire. Et il y a notamment, en fait, nous, ergonomes, qui pouvons être sollicités. Donc, la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est l'ergonomie? C'est parfois un peu flou. Donc, du coup, voilà, je vais laisser la parole à Maria qui va justement vous présenter un petit peu les missions de l'ergonome et comment on peut vous accompagner dans ces projets-là. Donc, en effet, pour intégrer l'ergonomie dans le projet, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est. Donc, l'ergonomie, définition un peu théorique, mais vraiment, si vous devez retenir certaines choses, retenez que c'est une discipline scientifique qui permet en fait d'avoir des connaissances qui vont être mises en œuvre pour viser 3 objectifs. L'idée, c'est vraiment de concevoir des outils, des machines, des dispositifs avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité pour le plus grand nombre. En fait, c'est une recherche de compromis. L'ergonomie, c'est comprendre l'activité de travail au quotidien pour adapter donc le travail à l'homme et non l'inverse. Vraiment partir de cette compréhension. Pour comprendre l'activité de travail dans sa globalité et sa singularité, parce que chaque situation de travail est différente, il faut avoir conscience que l'activité en fait, de travail, elle va être influencée par différentes choses. Et en fait, elle va être influencée par les caractéristiques des travailleurs, et notamment l'effectif nécessaire pour concevoir les produits, les caractéristiques anthropométriques des salariés, leur taille. Il y a des gens qui sont plus petits, des gens qui sont plus grands, qui vont du coup ne pas travailler exactement de la même manière selon ces caractéristiques, selon leur formation également, leurs compétences, leur ancienneté. Ils vont avoir acquis des stratégies, des modes opératoires, des astuces en fait pour développer leur activité. Et puis ça va être influencé également par les caractéristiques de la tâche, le produit à réaliser. Selon le produit, en fait, on ne va pas exiger les mêmes compétences, la même dextérité, le même mode opératoire, ça va également varier selon l'espace de travail, le matériel à disposition, la communication entre les salariés, l'organisation mise en œuvre, les relationnels. Effectivement, quand on parle de communication, c'est aussi ça. En fait, une activité de travail, c'est un système de régulation entre ce que l'opérateur, à un instant T, va être capable de mobiliser et également entre ce que les astreintes, c'est-à-dire l'exigence que l'activité va demander, que la réalisation de la tâche va demander. Donc, c'est ce système en fait d'astreinte-contrainte qui va générer donc l'activité de travail. Et l'activité de travail, elle va varier tout au long de la journée. On ne va pas observer la même chose le matin, quand les salariés arrivent, après une pause, en fin de journée, en fonction des aléas également qui vont se dérouler. L'opérateur, les opérateurs, les salariés vont développer des stratégies et vont réguler en fait leur façon de faire pour pouvoir répondre au mieux aux aléas de l'activité. Du coup, effectivement, ça a des effets sur l'activité en elle-même et c'est pour ça qu'elle n'est pas reproductible à l'infini. Des effets sur les travailleurs en termes de fatigue. Comme je l'expliquais, en fin de journée, on peut être effectivement un peu plus fatigué. On ne va pas faire les choses de la même manière, surtout si on a porté des charges, enfin, voilà, si on a développé vraiment, si c'est fatigant. On va avoir plus ou moins un sentiment d'efficacité s'il y a eu beaucoup d'aléas, si on n'a pas réussi à atteindre notre objectif, tenir la cadence. Et en termes d'apprentissage aussi, puisqu'on va en sortir des enseignements par rapport à ce qui aura fonctionné ou moins bien fonctionné. Et puis, il va y avoir des effets également sur la performance, en termes de qualité, en termes de cadence et en termes de rendu en fait, sur l'activité. Donc tout ça, en fait, effectivement, ça va avoir de nouveau des impacts sur les caractéristiques des travailleurs et de la tâche. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'activité dans sa globalité, d'observer l'ensemble de ces éléments et puis dans sa singularité. Pour intervenir en fait dans un projet de conception et de transformation, l'idée, c'est vraiment de limiter les actions de correction a posteriori. Quand on n'intègre pas en fait l'activité de travail, ce que nous, ergonomes, on appelle l'activité réelle,
ce qui se passe sur le terrain. On a un risque d'augmentation des accidents du travail, des maladies professionnelles, de l'absentéisme aussi. On peut faire face à l'insatisfaction des salariés ou des clients, parce qu'en fait, il y aura forcément, les salariés auront vu des choses se mettre en place sur le terrain et n'auront pas été acteurs de ces modifications. Si on doit être amené à mettre en place des modifications, ben, ça va avoir un surcoût, forcément. Et puis, les marges de manœuvre sont très limitées, voire inexistantes, lorsqu'on veut intervenir après coup. Et ça, ce sera explicité un peu plus précisément ensuite par une de mes collègues. En fait, tout l'enjeu, c'est de passer d'un processus d'ergonomie de correction à l'ergonomie de conception. Quand on intègre effectivement dans le projet, dès le départ, l'activité réalisée par les salariés, on limite les risques de devoir refaire. On enrichit les objectifs et les cahiers des charges, c'est-à-dire qu'on va vraiment décrire nos besoins par rapport à l'activité. Et ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment s'attacher à regarder quels sont les besoins et la descriptive du cahier des charges, intégrer les conditions de travail en amont du projet pour pouvoir tout prévoir, penser l'organisation du travail avec les futurs utilisateurs. C'est impliquer les salariés, c'est vraiment la base de tout projet. Les marges de manœuvre seront beaucoup plus importantes, les coûts seront intégrés, puisqu'en fait, ils auront été prévus en amont, donc pas de surcoût. On améliore la performance, toujours dans cette recherche de compromis entre santé, sécurité et performance. Et effectivement, la qualité, l'image de marque également de l'entreprise, et bien sûr, la limitation des risques d'ATMP et de l'absentéisme. Je pense que vous l'aurez compris, intégrer l'ergonomie dans un projet de conception de transformation, ça participe à la réussite de votre projet. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience que les activités de travail, elles sont toutes différentes. Donc, votre projet doit être unique et adapté à vos besoins. Tout à l'heure, Laurence évoquait le fait que les architectes et les agenceurs, effectivement, ont une bonne connaissance des espaces de travail. C'est vraiment leurs aspects à eux. Par contre, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est le travail qui est réalisé chez vous, dans votre entreprise. Et ça, c'est tout l'enjeu en fait de l'observation et de l'intervention en amont pour vraiment décrire dans le cahier des charges ce que vous attendez de ce projet et de le communiquer auprès de vos salariés. Comme on l'a mis dans la petite bulle, même le meilleur des architectes et des agenceurs ne peut pas lire dans vos pensées et dans celles de vos collaborateurs. Donc, c'est important de bien déterminer votre cahier des charges. Pour vous expliquer tout ça, je vais laisser la parole à Émilie. Alors, concrètement, voilà, on aura bien compris, je pense, j'espère qu'effectivement, l'intérêt de faire participer donc, un ergonome ou au moins le service de santé au travail à votre projet. Ce qu'on va voir, c'est qu'un projet, il y a différentes étapes et en fonction de l'avancée de votre projet, l'opportunité d'action des ergonomes va être différente. L'idée, c'est que, alors les 4 étapes d'un projet, grosso modo, alors on parle d'un projet avec un architecte, avec un concepteur ou sans, ça peut être un projet que vous menez en interne, ça peut être très bien géré par le responsable maintenance ou responsable production, enfin, ou un petit comité de pilotage. Donc l'idée, ou le directeur, bien évidemment. Donc l'idée, c'est qu'il y a une première phase effectivement de définition des besoins. J'ai un projet, quel est-il? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai besoin dans mon projet? Enfin, quels sont les besoins? Vers quoi je veux arriver finalement? Une fois qu'on a défini ces besoins qui vont en fait constituer un cahier des charges en quelque sorte, on va passer à la phase de conception. Donc la phase de conception, c'est déjà un petit peu plus précis. On va peut-être commencer à dessiner des plans, à faire des schémas, etc. Donc, on arrive vraiment, on commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus précis. Et une fois que cet exercice de conception est terminé, on passe à la phase de réalisation. Donc, on a des plans, on sait où on va, et là, on met en œuvre, on construit, on modifie, on commande éventuellement du matériel, etc. Donc, c'est vraiment la phase de réalisation où tout sort de terre et où le projet se met en place. Et une fois que la phase de réalisation est terminée, on arrive à une phase effectivement de mise en service où maintenant, ça y est, c'est fait, il faut reprendre l'activité à l'intérieur de ce nouvel espace de travail, par exemple.
Voilà, donc ça, c'est les 4 étapes. Grosso modo, on va dire qu'on retient. Et selon ces étapes, l'ergonome ne va pas utiliser forcément les mêmes outils, il ne va pas vous proposer les mêmes actions. Si vous nous sollicitez en amont de votre projet, donc au niveau de la définition des besoins, l'ergonome, il va s'appuyer sur l'analyse d'activité, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller voir sur le terrain ce qui se passe, échanger avec les opérateurs, on va pouvoir lister les besoins de l'activité de travail. Alors que ce soit des besoins techniques, matériels, des besoins organisationnels, des besoins spatiaux. On va mettre aussi en évidence tout ce qui est interaction entre des salariés, entre des équipes, entre l'amont et l'aval d'une chaîne de production, par exemple. On va bien évidemment s'appuyer également sur des normes qui concernent votre activité pour être voilà, dans les clous. Concrètement, voilà, cette phase donc, a pour objectif de bien définir les besoins et les intégrer donc, au cahier des charges en amont du processus de conception. On rabâche un peu, hein, mais je pense que bien comprendre cette phase-là. Donc concrètement, on va vraiment identifier les caractéristiques du fonctionnement existant à reconduire et puis les dysfonctionnements qui peuvent exister actuellement et qui sont à éviter. L'idée, c'est vraiment de se dire on fait l'état des lieux de l'activité telle qu'elle est. Ça fonctionne, super, on le garde, on le met dans le futur projet. Ça, effectivement, c'est là qu'on a des soucis, ça ne va pas. On va surtout s'atteler à ce que ça ne se retrouve pas dans le nouveau projet. Alors, c'est assez simple, on va dire, quand on a une situation existante qui va être transformée, puisqu'on va pouvoir aller voir cette situation existante, faire le bilan et puis amener les bonnes données dans le nouveau projet. Mais parfois, c'est du tout neuf. Hein. Ça peut très bien être la création d'une nouvelle ligne de production qui n'existait pas avant, d'un nouveau bâtiment. Enfin, voilà, on peut faire de la conception en partant entre guillemets de rien. Et là, toute la force des ergonomes, ça va être d'aller chercher des situations de référence. On a la chance de parcourir plusieurs entreprises, plusieurs milieux de travail, différentes activités. On a la chance d'avoir un réseau d'ergonomes aussi, donc qui peuvent nous permettre d'aller questionner l'activité de travail ailleurs finalement, donc soit dans des documents, hein, tout simplement, des études qui ont déjà été réalisées, soit, comme je disais, à partir du réseau. Après, bon, l'idée, c'est pas d'aller voir le concurrent pour voir ce qu'il fait, etc. Hein. On est soumis de toute façon au secret professionnel, quoi qu'il arrive. Mais voilà, on est finalement un petit peu un catalogue vivant de situations de référence. Et quand on les a pas, on sait aller les chercher. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous amener là aussi, du coup, les bons éléments dès le début, même si votre activité n'est pas existante pour le moment. L'autre intérêt également, c'est quand on observe une activité de travail, quand on analyse l'activité de travail, on va le faire en mode normal et en mode dégradé. Alors, le mode dégradé ne devrait pas exister hein, quand on conçoit bien. On a cette idée-là, sauf qu'en vrai, on se rend bien compte que c'est pas vrai. Il y a toujours des aléas dans une production, même bien pensée. Il peut y avoir une machine qui bourre, il peut y avoir une machine qui tombe en panne, il peut y avoir quelqu'un qui est absent, etc., des incidents. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Et donc, on va observer cette activité en mode normal, donc ça c'est assez simple. Et le mode dégradé, on va essayer d'anticiper. On sait que la machine qu'on est en train d'installer, que vous allez installer dans votre projet, elle a un moteur, elle peut tomber en panne, elle peut bourrer à des endroits, il faut changer des filtres et choses comme ça, il faut le prévoir. C'est des choses que des fois on ne prévoit pas dans l'activité et qui vont amener des contraintes à un moment T parce que on n'a jamais prévu, voilà, il faut changer le filtre, il faut arrêter la machine. Oui, mais quand on arrête la machine, il y a du stock, enfin, il y a du produit qui passe encore, il faut le sortir de la ligne, il va falloir le réinsérer plus tard dans la ligne. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on observe généralement dans nos études et qui ne sont pas anticipées. C'est-à-dire qu'on le fait comme on peut et bien souvent, par exemple dans cet exemple-là, ça va être on va prendre le produit sur la ligne, on va le poser là où on peut, dans des bacs, au sol, on va manipuler des bacs un petit peu n'importe comment et après il va falloir remettre ça sur la ligne, on perd du temps, on s'énerve, etc. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on peut réfléchir en amont et puis pour limiter finalement les contraintes quand ce mode dégradé il se présente, puisqu'il se présente, enfin, voilà, les aléas, les incidents, ça arrive toujours. On va également aussi s'atteler à regarder en analyse d'activité tout ce qui se passe autour de la tâche, l'activité de travail. Si je reprends mon exemple de ma ligne de production, cette ligne-là, le soir, elle va peut-être être nettoyée.
sûrement même. Comment elle se nettoie? Est-ce que je dois démonter les moteurs pour accéder à un nettoyage plus minutieux en dessous? Est-ce que je dois tirer des trappes? Est-ce que je dois accéder à des choses en hauteur? Et si c'est le cas, comment je le fais en toute sécurité? Est-ce que je dois aménager des passerelles pour pouvoir accéder en hauteur et nettoyer sans risque de chute, par exemple? Et ben, cette passerelle-là, si on n'intègre pas en amont du cahier des charges, et qu'on s'en rend compte une fois que le projet est terminé, ben, peut-être qu'on n'aura pas la place de la mettre. Donc, du coup, cette activité-là va continuer à être faite avec un risque de chute, par exemple. Pareil pour la maintenance, même, voilà, il y aura toujours une maintenance préventive sur une machine, par exemple. Il y a des trappes d'accès aussi à des points stratégiques. Voilà, si vous avez collé votre machine contre le mur pour gagner de la place et que la trappe ne peut plus s'ouvrir, ben, la maintenance ne peut plus se faire. Vraie question du coup. Est-ce qu'on n'aurait pas eu l'intérêt de réfléchir à ça en amont, de prévoir un petit peu plus d'espace, de mettre la machine différemment? Voilà, c'est des choses qu'on va questionner aussi. L'influence de l'amont, l'influence de l'aval, donc ça c'est très vrai également sur des chaînes de production. Ce qui est très intéressant aussi dans ces cas-là, c'est les communications de l'amont à l'aval. Est-ce que les opérateurs ont besoin de se voir, de communiquer? Est-ce qu'il y a du bruit? S'ils ne peuvent pas communiquer oralement, est-ce qu'ils peuvent au moins se voir, faire des signes? Parfois, on a des choses où voilà, le début de ligne est d'un côté dans une pièce et la fin de ligne est dans une autre pour des problématiques de qualité ou d'hygiène. Voilà. Est-ce qu'on a prévu une vitre pour qu'ils puissent se voir, qu'ils puissent communiquer? Hop là, arrête ta machine, moi je suis en train de bourrer. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'il faut mettre en évidence et qui sont intéressantes à prendre également en amont. La variabilité aussi des produits, des matières premières, des équipements, produits d'emballage, etc. Ça, c'est très important aussi. Si vous avez plusieurs références de matières d'emballage, par exemple, voilà, plusieurs références d'emballage. Si vous les avez besoin sur le poste en parallèle, parce qu'il y a beaucoup de changements de production, par exemple, ça veut dire qu'il y a peut-être 4 emplacements de palettes à prévoir à la fin de ligne. Si elles ne sont pas matérialisées, si l'espace n'est pas prévu pour au départ, il y a de bonnes chances que vous vous retrouvez dans un espace confiné avec des risques de chute, avec des mauvaises manutentions, etc. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on voit fréquemment sur les postes, des oublis finalement, ou alors après, c'est l'évolution de la production qui a fait que, voilà, si on est une entreprise qui évolue. Mais bon, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser en amont avant un projet de conception. Voilà, j'espère que je ne vous perds pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je réitère par le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions, les filles, au chat. Je ne le vois pas. Non, vous êtes timides. Si on explique bien, alors je pense. Ça doit être ça. J'espère. Voilà, donc je continue. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, si on intervient en étape un peu plus de conception, donc là, vous avez déjà un petit peu défini vos besoins et puis vous avez des plans peut-être. Souvent, on nous appelle en disant, ben voilà, j'ai des plans, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sachez déjà que nous, on n'en pense toujours que du bien, hein, des plans, il n'y a pas de souci. Par contre, on va avoir besoin d'aller voir l'activité réelle de votre entreprise pour pouvoir conseiller au plan, pour pouvoir voir si effectivement vos plans ils correspondent à la future activité ou s'il va y avoir des choses qui ne vont pas bien aller. Et tout le travail qu'on peut faire là-dessus, c'est de la simulation justement du travail par rapport à vos plans. On va intégrer les opérateurs qui connaissent très bien votre activité de travail et puis on va avec eux simuler le travail à partir de vos plans. L'idée, c'est d'avoir une conception vraiment pluridisciplinaire, d'intégrer les opérateurs, de les faire participer. Et puis, c'est ce qu'on appelle aussi une conception itérative, c'est-à-dire qu'on va simuler le travail sur un plan, une maquette, etc. On va le voir juste après. Si on voit un élément qui va poser problème, on s'autorise à revenir dessus pour le modifier. Voilà. Et l'idée, c'est ça, on modifie, on vérifie, jusqu'à ce que on se rende compte que si on projette l'activité de travail dans vos plans, normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc après, on peut passer à la phase de réalisation. Concrètement, la simulation de travail, c'est vraiment de tester le projet, hein, selon des divers scénarios définis lors de l'analyse d'activité, hein, même des scénarios en mode normal. Puis on peut aussi faire des scénarios en mode dégradé pour aller plus loin et voir si effectivement le mode dégradé passe aussi dans le projet tel qu'il a été défini. Donc des simulations, on peut les faire simplement sur des plans, sur des calques. Hein. Donc là, par exemple, c'était un poste d'accueil secrétariat où on s'est attelé à jouer avec nos petits morceaux de papier pour mettre les écrans, les claviers, etc., voir tout le matériel dont les opérateurs avaient besoin, voir si cela fonctionnait.
On a simulé les interactions, les flux de patients, en l'occurrence, qui arrivaient, etc., pour voir si ça fonctionnait. Alors, en 2D, c'est bien, il ne faut pas faire ça. C'est bien pour un poste de travail, c'est assez facile. Les gens se projettent assez facilement. Là, on avait 3 opératrices, c'était pas trop compliqué. C'est vrai que les grands plans, tout le monde ne sait pas lire un plan d'architecte, c'est pas forcément évident de se projeter dedans. Donc, quand on a plusieurs lieux, plusieurs pièces, ce qui peut être intéressant de faire, c'est des maquettes 3D, alors des petites maquettes en carton plume, je crois que ça s'appelle. Voilà, l'idée c'est la maquette 3D, elle est beaucoup plus visuelle pour un opérateur ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des plans. Et puis surtout, on peut utiliser des petits avatars. Alors là, choisissez votre camp, hein, soit Lego, soit Playmobil, soit un petit peu tout ce que vous voulez, qui peut faire office de petits personnages donc, pour représenter l'opérateur. On peut représenter des palettes au sol, on peut représenter des chariots aussi, toutes les choses qui ne sont pas fixes dans un espace de travail et que parfois on oublie. Voilà, le chariot qu'on utilise par exemple tout le temps, il n'est pas fixe. L'architecte il ne va pas forcément penser à le dessiner, voilà, parce que pour lui, ce n'est pas un élément fixe. Par contre, ce chariot, il doit être stocké peut-être dans l'espace de travail. Donc, c'est un espace qu'il faut prévoir finalement pour lui quand même. C'était un petit aparté, mais voilà. Donc, la maquette 3D, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir vraiment se déplacer avec notre petit bonhomme et simuler l'activité de travail. Voilà, je vais chercher là ma palette, par exemple. Je la prends, je l'emmène avec mon petit bonhomme qui se déplace et je vais prendre la porte. Ah, tiens, la porte, elle est pas assez grande en fait. Ma palette ne passe pas dans la porte. Ah, bon point, on va faire remonter que là, il nous faut une porte différente, une porte plus grande, etc. Donc, on fait remonter ces infos-là pour que ce soit modifié au niveau du plan est pris en compte pour la conception. C'est des petites choses comme ça. Alors, c'est des exemples très simples, hein, mais je pense que ça a le mérite d'être le plus clair comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment, on simule l'activité de travail, on fait remonter les choses qui pourraient ne pas passer dans le plan tel qu'il est prévu. On peut utiliser aussi des logiciels 3D. Donc là, généralement, c'est plus pour des postes, des aménagements de postes, un poste ou 2 postes ou une ligne de production. Hein. On ne va pas faire ça sur tout un bâtiment. Enfin, on pourrait. Hein. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir un visuel qui est plus sympa, qui est plus visuel, hein, très clairement, qui est plus parlant, on va dire, pour la majorité des gens. Donc, pour pouvoir échanger sur le travail, ça, c'est un bon outil également. On peut aller jusqu'à la création de prototypes. Alors évidemment, on ne va pas faire toute une usine ou tout un atelier en prototype avant de le faire en vrai. Hein. Ça n'a pas trop de sens et puis c'est un certain coût. Par contre, il y a des projets où ça s'y prête bien. Là, par exemple, c'était un guichet d'encaissement de vente de billets. Et l'idée, c'était que ces postes-là, il y allait en avoir 4 ou 5 identiques. Donc, on s'est proposé à faire un prototype, alors en contreplaqué, hein, quelque chose d'assez vite fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on avait, voilà, quand il y a des services techniques un petit peu en interne, c'est intéressant. Après, on peut faire appel aux petits menuisiers du coin, c'est pas forcément quelque chose de très onéreux. Quand on ne prend pas des matériels très onéreux. Et puis, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de très, très fini, hein, bien évidemment, mais de s'assurer finalement que ce soit fonctionnel. Donc, là, dans l'idée, ce prototype-là, il a été testé par tous les opérateurs qui pouvaient être amenés à travailler sur ces postes-là et on allait remonter comme ça vraiment. Moi, je trouve que ça, c'est bien, ça, c'est pas pratique. Peut-être qu'on pourrait améliorer ça. Et si on déplaçait la capacity, etc. Voilà. Et donc, on arrive à trouver un consensus comme ça avec les opérateurs, ce qui fait que quand vous lancez la phase de réalisation, vous êtes quand même à peu près sûr que tout va bien se passer et qu'en plus de ça, les opérateurs vont adhérer puisqu'ils ont participé à la conception de ce projet. Voilà. Alors parfois, on a aussi des choses à simuler, des activités à simuler qui sont moins palpables, hein, moins matérielles, on va dire. Hein. Ça peut être des flux d'informations, par exemple, des choses comme ça. Donc là, il y a un outil de l'ANACT, je crois qu'on l'a mis en lien à la fin, on vous redira, qui propose donc cet outil-là, le logigramme d'activité pour formaliser ces flux et justement quand même les simuler, voire mettre des points de vigilance, etc., là où on en a besoin. Voilà, j'espère encore une fois que c'est clair sur cette partie. On en arrive ensuite à la phase de réalisation. Donc là, s'il y a des nouveaux bâtiments ou des extensions, ça commence à sortir de terre. S'il y a des travaux de grosses œuvres, un petit peu, ils sont en train d'être faits, voire quasiment faits.
Donc, on a des espaces de travail qui sont présents avec des accès qui sont définis, des prises de jour qui sont définies, etc. Maintenant, on a voilà, une activité qui doit se dérouler à l'intérieur de cet espace et on peut encore faire un petit peu de simulation du travail, sauf qu'on ne pourra pas revenir sur des emplacements de porte, par exemple, ou des choses comme ça. Et on peut aussi vous accompagner sur l'implantation des mobiliers, l'aide au choix des équipements, etc. Voilà, donc on peut vous aider à formaliser des cahiers des charges pour chercher un matériel spécifique si tel était le cas, et puis surtout l'implantation de mobilier, l'aménagement des espaces de travail. Donc, ça peut être, voilà, par exemple, une petite ligne d'emballage, ça peut être des bureaux, hein, on fait beaucoup ça également, comment implanter les bureaux. Bien souvent, l'espace est déjà délimité, donc on a les fenêtres, on a les portes, voilà. Donc après, on essaye de trouver le meilleur compromis entre l'activité qui doit s'y dérouler et l'espace tel qu'il a été défini. Bien évidemment, c'est plus sympa quand on arrive en amont et qu'on peut définir également l'espace. Le risque, effectivement, quand on en arrive à cette étape-là, c'est qu'on me dise ça, on va faire comme ça. De telle manière, ça aurait été mieux, mais là, on ne peut pas parce que votre porte, elle est là et elle aurait été là et on aurait pu faire quelque chose de plus sympa. Ou voilà. Ce qui est un peu dommage, effectivement, c'est un peu frustrant pour tout le monde. Hein. C'est frustrant pour nous parce qu'on n'aime pas vous dire non, là, c'est raté. C'est un peu frustrant parce qu'on sait qu'à la fin, on n'aura pas quelque chose. On aurait pu faire mieux, mais on ne pourra pas. Et puis, voilà, c'est pour vous, vous dites, ouais, c'est dommage, mais c'est trop tard. Quoi. Et puis, si on veut vraiment le faire, se dire, finalement, on va quand même déplacer les portes, c'est des coûts, comme on disait tout à l'heure, comme disait Maria, c'est des coûts supplémentaires, hein, puisqu'on va reboucher la porte, la recréer ailleurs. Effectivement, c'est toujours un coût. Voilà, donc concrètement, ce qu'il faut comprendre en fait de tout mon blabla là, c'est que en fait, plus on intervient en amont d'un projet, peu importe qu'on soit là ou pas, en amont d'un projet, tout est possible. Si vous intégrez les bonnes données, si vous créez le bon cahier des charges, voilà, si vous listez tout ce dont vous avez besoin sans trop rien oublier, logiquement, tout ça va se retrouver en phase de conception. On va retrouver tout ce qui va bien dans les plans et si on suit les plans, tout va être bien réalisé et il y a une grande chance que tout se passe pour le mieux, que vous réalisiez le meilleur projet possible, on va dire. Et plus on va intervenir à la fin, plus on va arriver en fin de projet, et plus les marges de manœuvre vont être limitées. En fait. Plus le projet se rigidifie et moins on peut faire de modifications si on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien. Donc, l'opportunité d'action en fait, de nous, ergonomes, elle se trouve vraiment en amont, vraiment au niveau de l'analyse d'activité, où là, on va vraiment pouvoir vous apporter plein de données à intégrer au cahier des charges. Après, la simulation du travail également amène pas mal de choses, puisqu'on se permet de revenir un petit peu sur les choix précédents pour les retravailler. Et après, plus on arrive là, on n'est pas inutile, hein, on peut vous aider à bien implanter, à choisir des bons équipements, etc. Mais c'est vrai que voilà, on peut aussi mettre le doigt sur des choses qui auraient pu être vues en amont et c'est un peu plus dommage. Voilà, donc vraiment ce qu'il faut retenir, amont du projet, donc bien avant la phase de plan, hein, vraiment donc on commence à définir le besoin, c'est là qu'il faut blinder le projet finalement, c'est là qu'il faut vraiment amener le plus d'informations possible pour que derrière la conception coule de source finalement. Voilà. Je passe la main, je ne sais plus à qui, mais voilà. Ah oui, pour quelques exemples, on va parler maintenant un peu plus concrètement, parce qu'on a fait un peu de théorique, donc on va faire un petit peu plus pratique. Ouais, on va vous présenter 3 exemples, en fait, donc un chacune, sur des situations de travail pour lesquelles on a été en fait intégré et on a pu réfléchir en fait avec les structures pour les accompagner au mieux. Donc, cette première situation, en fait, c'est une situation d'accueil de public et de vente. C'est un hôtel qui, à l'époque, en fait, nous avait contactés avec un certain nombre de constats sur la situation de travail existante. Donc, on a pu aller observer les salariés, puisque parfois, ils étaient 2, en fait, dans cette situation d'accueil. Alors, pour faciliter la lecture, en fait, on a retiré le mur qui est derrière, en fait, qui est symbolisé par le trait, pour que vous puissiez avoir une vue globale en fait, sur le poste de travail. Alors, lors des observations, on a observé plusieurs contraintes. Donc, je vais essayer de vous décrire au mieux à travers toutes les dimensions qui sont observées dans l'analyse ergonomique. Alors, sur la partie organisationnelle, les contraintes, en fait, étaient qu'il y avait réellement 2 zones de travail. Je m'explique. Il y avait donc une zone de travail informatique
En fait, le principe de l'accueil de public, c'est que la tâche va être interrompue de façon complètement imprévue. C'est-à-dire vous ne savez pas quand le téléphone va sonner, quand les gens vont se présenter à l'accueil. Donc, la plupart du temps, il y avait donc une activité de réservation en ligne, de gestion aussi, administrative, qui se faisait donc sur la partie informatique, donc située à droite. Et puis, donc, une zone d'accueil en soi, qui était donc face à l'escalier, donc face à l'arrivée donc du public. Alors ça posait problème parce que en période d'affluence, il pouvait donc, par exemple l'arrivée d'un groupe, il pouvait donc y avoir 2 personnes dans la zone pour un ordinateur. Donc voilà, c'était la première contrainte au niveau organisationnel. Sur la partie de la dimension physique, du coup, l'ordinateur étant sur le côté, quand on devait gérer une réservation à l'arrivée d'un client, et en fait, on observait des postures en torsion du tronc, avec un comptoir. Alors en fait, en plus, on se lève souvent quand on voit arriver un client à l'accueil. On se lève pour être à la même hauteur, ou alors on se retrouve en position assise alors que le client est debout, et du coup avec des sollicitations au niveau cervical. C'est souvent ce que les gens nous rapportent sur des postes assis en situation d'accueil, avec l'ordinateur sur le côté. Donc voilà, plusieurs contraintes quand même physiques qui s'observaient. Si on se lève, du coup on se retrouve aussi en flexion du tronc. Donc voilà, pas satisfaisant d'un point de vue physique. En termes de dimension cognitive, ce qu'on observait, c'était quand même un risque d'erreur important, parce que tous les outils en fait n'étaient pas dans le champ visuel, et du coup beaucoup de choses à gérer entre la remise des clés, l'ordinateur d'un côté, enfin voilà, pour peu qu'il y ait un groupe effectivement qui se présente dans la zone, très peu de place dans la zone aussi, comme vous avez pu le voir, très peu de passage pour les jambes aussi, donc ça on était plutôt sur la dimension physique. Donc voilà, c'était vraiment un cumul de contraintes à ce niveau-là. Sur la dimension sociale, on ne travaille pas face à l'arrivée du public. Et ça, effectivement, pour des postes accueil, ça n'est pas satisfaisant, puisqu'on n'est pas en situation d'accueil du public. C'est en tout cas ce que rapportaient les chargés d'accueil. On tourne le dos aux collègues également lorsqu'ils pénètrent dans la zone de travail, puisqu'il y avait plusieurs possibilités en fait pour y accéder. Et puis, il n'y avait pas d'accueil pour les personnes à mobilité réduite, pas de zone spécifique. Plusieurs entrées possibles aussi sur le poste de travail en cas d'agression. C'est quelque chose qui est quand même notable dans des situations de travail comme celle-là, où il y a en général des gardes de nuit également. Et sur la dimension environnementale, ce qui était observé, c'était un hall qui était quand même avec un plafond assez haut, assez sonore. Donc voilà, une partie vitrée assez importante, et puis un couloir ensuite qui menait donc aux chambres avec beaucoup de résonance. Donc ce qu'on a proposé en fait à cette structure, une fois cette analyse réalisée, c'est tout d'abord de séparer les tâches dites de back-office, quand il y avait donc 2 personnes en situation de travail, des tâches d'accueil. Donc l'idée en fait, c'était qu'il n'y ait plus qu'un seul ordinateur dans la zone, mais qu'il soit bien face à l'arrivée du public, face à l'arrivée des clients, et que pour toutes les tâches qui demandent un peu plus de concentration, qui demandent sur la partie vraiment gestion, on soit plus dans une pièce à l'arrière pour pouvoir réellement réaliser ce travail de la meilleure manière qu'il soit, donc en étant plus privilégié. On a également proposé un comptoir surélevé, un plan de travail surélevé, pardon, pour permettre en fait aux salariés de travailler en station assis debout, et du coup d'être à la même hauteur que le client qui arrive dans la zone. D'une part pour pour permettre en fait de l'alternance de posture, je travaille assis ou je travaille debout en fonction de mon souhait, et aussi en fait pour éviter que la personne ne soit systématiquement obligée soit de se lever à l'arrivée du public, soit de lever en fait les cervicales pour avoir donc le contact visuel. On a gagné également en profondeur sur le comptoir pour pouvoir positionner l'ordinateur correctement, et vous noterez qu'il y a beaucoup plus d'espace pour le passage des jambes. Une seule entrée sur le poste de travail, avec la création d'une zone, on va dire, de rangement plus basse, qui peut également servir de zone d'accueil en fait, pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, ça c'est un exemple. Mes collègues vont également vous présenter d'autres exemples sur d'autres secteurs d'activité.
Donc là, on passe sur le secteur de l'industrie, donc avec un poste de mise en sachet et de palettisation, quoi. Donc, c'est palettisation en fait de sacs de produits de type farine, avec une demande en fait à la base de l'entreprise qui souhaitait réaménager en fait totalement le poste de travail parce que voilà, il y avait des problématiques de santé, des défauts qualité qui étaient présents. Donc là, la volonté voilà, de l'entreprise, c'était vraiment faire un réaménagement total de cet espace-là. Donc, je ne vais pas venir en détail hein, sur l'aménagement du poste. Il y a une palette, la machine. Donc, comme on l'a dit, l'objectif quand on intervient, c'est vraiment en fait d'analyser l'activité de travail pour recueillir un petit peu les besoins pour que ce soit, en tout cas, que le projet puisse répondre aux besoins de l'activité. Donc, la première chose qu'on a observée, c'était que finalement, en fait, la contrainte prédominante, c'était vraiment une contrainte de type organisationnel. C'est-à-dire que les salariés, de temps en temps, nécessite en fait de peser en fait les sacs, ça lui demande du temps. On a également aussi la nécessité pour le salarié d'apposer des étiquettes en fait, sur chaque sac. Or, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, il y avait des étiquettes en fait qui pouvaient être mal imprimées ou pas suffisamment en quantité pas suffisante en termes d'impression. Ce qui fait que les salariés devaient prendre du temps soit pour réimprimer en fait les étiquettes, soit pour écrire manuellement sur les sacs les lots. Donc ça prenait également du temps. Et on avait également l'activité de palettisation en elle-même qui posait souci, puisque c'était des sacs un petit peu de type farine. Donc, pour que la palette soit correctement stable, il fallait parfois repalettiser un étage entier en fait, au niveau de la palette. Donc, ça demandait beaucoup de temps. Or, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en sortie de machine, finalement, avec une cadence de sortie qui était à peu près de l'ordre de 10 secondes, c'est-à-dire un sac qui sortait tous les 10 secondes, il y avait beaucoup de situations de débordement, avec notamment des sacs qui pouvaient tomber par terre. Donc, un salarié qui devait faire le choix entre qu'est-ce que je fais? Je continue ma palettisation ou j'interviens directement en sortie de machine pour récupérer le sac avant qu'il tombe. Donc, voilà. Et la personne courait un peu partout. Donc ça, c'était vraiment le point important lors des observations. Après, il y avait évidemment la dimension physique à laquelle on s'attendait. C'était des sacs de 25 kilos avec des charges un peu instables. Mine de rien aussi, beaucoup de déplacements parce que le salarié devait aller peser, prendre les étiquettes, il devait faire le tour aussi de la palette. Il devait également aussi parfois réapprovisionner la machine. Justement, quand il y avait des sacs qui tombaient ou qui étaient un peu mal fermés, il y avait ces sacs repartaient en fait dans la machine d'ensachage. Or, la zone de réapprovisionnement de la machine, elle était assez haute, difficile d'accès. Donc, c'est assez compliqué aussi à ce niveau-là. On avait ensuite des dimensions là, de l'ordre cognitive, on va dire, c'est-à-dire qu'en plus de toutes ces pertes de temps un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques au niveau de la fermeture des sacs. C'est-à-dire que la machine avait tendance à mal les fermer, ce qui fait que le salarié devait en permanence en fait regarder à l'intérieur de la machine, voir si tout se passait bien, pour pouvoir agir tout de suite et éviter que ce soit 10 sacs en fait qui se ferment mal. Donc il y avait vraiment une surveillance de cette opération par le salarié. Et le dernier point, c'était une dimension donc, environnementale avec une exposition des salariés à la poussière et au bruit notamment. Donc là, on voit que sur ce type de projet, l'important, ça a été d'essayer de travailler sur la limitation des aléas et des incidents, ou du moins faire en sorte en fait que même si ces aléas restent présents, l'impact sur l'activité de travail est réduit. Donc, avec l'entreprise, ce qu'on a décidé de faire, c'est notamment en fait donc de travailler bien sûr au niveau du nombre d'étiquettes mis à disposition et du changement en fait de l'imprimante à étiquette pour qu'on ait plus ces problèmes de devoir réinscrire manuellement sur les sacs. Il y a eu aussi un travail de fait sur la machine en elle-même pour faire en sorte en fait que la qualité de fermeture des sacs soit augmentée.
L'autre point, ça a été du coup de donner un peu plus de marge de manœuvre aux salariés pour faire en sorte en fait d'avoir un convoyeur qui puisse servir un petit peu de zone tampon. C'est-à-dire qu'avant, le convoyeur pouvait en sortie de poste accueillir à peu près 4-5 sacs. Là, avec la disposition qui avait été définie, ça pouvait permettre de doubler en fait la capacité de stockage. On a aussi travaillé sur la réduction des ports de charge avec le choix proposé d'intégrer en fait une balance au convoyeur pour éviter que les salariés doivent porter en fait les sacs quand ils doivent les peser. Et on a aussi proposé de mettre en place ce qu'on appelle une table élévatrice rotative avec l'objectif en fait que le salarié puisse déposer les sacs quasiment tout le temps dans sa même zone de travail. C'est-à-dire que la palette en fait va tourner relativement facilement pour que la zone de palettisation soit à peu près au même endroit. Donc, on voit ici que dans ce type de projet, l'organisation et le travail sur l'organisation du travail a été importante et que c'est un élément vraiment à ne pas occulter en fait, lorsqu'on travaille en conception notamment. Là, on vous a du coup présenté un petit peu un poste d'industrie. Je vais laisser la parole peut-être à Émilie sur un poste. Donc là, c'est vraiment la pharmacie, donc un peu le commerce, ce type de choses. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer un peu les questions qu'on peut se poser quand on a affaire donc là, dans ce cadre-là, réaménagement d'une pharmacie, conception réaménagement d'une pharmacie. Donc voilà, l'idée c'est que parfois on arrive à ce stade-là, donc des plans sont définis déjà, pas forcément par nous, enfin voilà, et par la personne que vous avez sollicité pour. Hein. Et c'est juste pour vous montrer les questions qu'on peut se poser, effectivement, par exemple sur cette pharmacie. Nous les questions qu'on va relever là tout de suite en ayant une connaissance du fonctionnement d'une pharmacie qu'on a pu avoir par ailleurs, une situation de référence du coup. Là, quand on voit ça, on va se poser la question effectivement de l'accès, des livraisons, du stockage des médicaments. Hein. On voit que c'est une pharmacie où il n'y a pas beaucoup de parapharmacie visiblement, mais plutôt vraiment beaucoup de stock en back-office de médicaments. La question qu'on se pose en voyant ces plans, c'est par où on va rentrer. Hein. Parfois, les médicaments peuvent arriver sur palette, ça peut être des gros cartons. Donc, visiblement, ils vont passer par le SAS. On doit traverser effectivement tout l'espace d'accueil. Est-ce que ce n'était pas intéressant de prévoir un accès alors, ce n'était peut-être pas possible. Hein. Après, toute solution se discute, mais est-ce qu'on aurait pu prévoir un accès peut-être directement au back-office pour la livraison des produits, des médicaments va se poser la question effectivement ensuite d'une zone de dépotage de ces produits. Il faut donc les intégrer dans les petits racks. Comment cela va se faire? Ce qu'on voit très très régulièrement, c'est des palettes qui vont être dépotées au sol, des cartons qui vont être posés au sol, manipulés au sol, ouverts. Voilà, on va prendre les choses, on va se déplacer, on va faire des allers-retours, etc. Est-ce qu'on peut intégrer dans cet espace-là une zone de dépotage avec une table peut-être à hauteur, un petit chariot pour amener les médicaments directement dans les racks de stockage? Voilà, des choses à se poser comme ça. Effectivement, cette zone de dépotage, elle est intéressante. Encore, faudra-t-il pouvoir la placer quelque part sans que ce soit gênant. Voilà. Donc, c'est un espace qui doit être défini peut-être en amont, prévu en amont pour être bien formalisé sur un plan et bien aménagé. En grande question également, on va se poser la question de la gestion du FIFO, donc first in, first out, hein, donc la gestion finalement des dates de péremption des médicaments, ce qui est pas rien dans une pharmacie. Est-ce que les racks choisis vont permettre, hein, par exemple, de mettre les médicaments directement, les nouveaux médicaments, donc les dates les plus longues, à l'arrière, et on va pouvoir se saisir à l'avant des dates les plus courtes pour avoir une bonne gestion des dates de péremption, ou est-ce que quand je vais faire mon petit rangement, je vais être obligée d'enlever les premières dates pour mettre les autres derrière, pour remettre les dates les plus courtes devant. Voilà, ça c'est des manipulations en plus. C'est de la perte de temps, c'est du risque d'erreur, donc c'est pas anodin. On va questionner la circulation, les flux. Donc, dans cette zone-là, j'imagine, je peux avoir plusieurs pharmaciens ou préparateurs en pharmacie qui vont circuler, aller chercher des médicaments pour délivrer aux clients. Peut-être quelqu'un fera du dépotage en même temps, enfin du rangement.
Est-ce que l'espace entre les racks est suffisant pour peut-être me retrouver avec un carton, un chariot en plein rangement, sans gêner le collègue qui va passer derrière pour aller chercher des médicaments? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir un flux plus libre? C'est-à-dire que là, on est en cul-de-sac, donc je vais faire des allers-retours. Voilà. Est-ce que le fait de tourner autour, ça ne pourrait pas être intéressant aussi, un gain de temps également? Voilà, des questions qu'on va se poser avec les utilisateurs, hein, finalement, donc les opérateurs. Après, on peut se poser des questions donc, au niveau de l'accueil, la confidentialité. Donc ça, c'est par rapport plus donc, à la borne d'accueil, aux espaces d'attente. Voilà. En plus, une pharmacie, bon, parfois, c'est un petit peu confidentiel. On n'a pas forcément envie que tout le monde écoute pourquoi on vient, pourquoi on est là, quels médicaments on a besoin, etc. On va d'ailleurs à ce sujet, est-ce qu'il est prévu un petit espace conseil, un petit espace où je peux m'isoler peut-être avec le pharmacien si j'ai besoin de lui montrer n'importe quoi, une éruption sur une partie de mon corps ou si j'ai besoin d'essayer une prothèse ou quelque chose. Voilà, je n'ai pas forcément envie de faire ça en plein milieu de l'accueil. Est-ce qu'une petite zone est prévue? On peut se dire que c'est peut-être cette petite zone-là. Donc, dans quel cas on l'accompagne à l'arrière? Ou est-ce qu'il est plus intéressant de la prévoir au sein de l'espace d'accueil? C'est des questions qu'on peut se poser également. On peut aussi questionner l'ambiance lumineuse dans ce cas. Donc là, on a une grande partie vitrée effectivement qui donne sur l'accueil, c'est plutôt agréable. Qu'en est-il à l'arrière? Est-ce que, bon, peut-être qu'il y a d'autres magasins sur le côté, donc on n'a peut-être pas de vision possible sur l'extérieur. Est-ce qu'on aurait eu la possibilité de percer une fenêtre en phase de conception ou pas à ces endroits-là pour améliorer l'apport de lumière naturelle? Qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'éclairage, par exemple? Pour la petite anecdote, il m'est arrivé d'intervenir sur une parapharmacie qui était conçue au sein d'une grande surface, en fait. Hein. Et quand on rentrait dans cette parapharmacie, donc il y avait une grande baie vitrée sur tout le côté, sauf qu'elle était occultée par des... J'ai perdu le mot. Enfin, des portants, quoi. Des rayonnages. Des rayonnages, voilà, merci. Donc voilà, il y a des rayonnages sur toute la partie vitrée. Donc en fait, les opérateurs qui travaillaient dans cette pharmacie ne bénéficiaient d'aucune lumière naturelle directe. C'est un petit peu dommage quand même. Parce que ben, voilà, on avait voulu augmenter la surface de vente, hein, très certainement, en plaçant ces rayonnages ici, parce qu'on ne pouvait pas les mettre ailleurs. Et puis surtout, on avait un éclairage artificiel donc de type LED, hein, des tubes LED au plafond qui étaient fixés le long des rayonnages, donc avec une vision directe sur la lampe LED et un fond, donc un plafond qui était peint en vert très très foncé. Donc en fait, on avait, j'intervenais d'ailleurs pour ça parce que les salariés se plaignaient de fatigue visuelle, de maux de tête, etc., d'éblouissement. En fait, ils étaient très très gênés par l'éclairage artificiel qui, voilà, cette lumière forte, sans cache, sans luminaire adapté, sur un fond sombre. C'était, voilà, ça leur créait vraiment des problématiques de maux de tête, d'éblouissement, etc. Ça, c'est des choses sur le papier, on sait dire non, ça va pas fonctionner. On sait qu'on fait pas, il faut éviter de faire des plafonds sombres, par exemple. D'autant plus si on a calculé toute la lumière. Et puis, on aurait pu simplement un type de luminaire, peut-être un luminaire plus doux, ou alors avec une diffusion différente. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a des choses qui existent. Donc, voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu plus concrète de ce qu'on peut questionner quand on a un projet de conception en face de nous. Voilà. Donc, concrètement, c'est bien beau, mais finalement, comment nous faire intervenir? Alors, j'espère qu'on vous a plus ou moins convaincu de l'intérêt de nous solliciter. Maintenant, on va voir comment le faire. Voilà, ça m'a à Laurence, je crois. Donc voilà, donc comment justement bénéficier d'une intervention où on voit hein, que nous, on est convaincus de l'intérêt de nos interventions. Mais alors, pour bénéficier en fait d'une intervention, il faut simplement en fait contacter votre interlocuteur habituel dans votre service de santé au travail. C'est généralement du coup le médecin du travail qui va coordonner l'action. Il est au cœur hein, de la connaissance de vos entreprises, de vos salariés, et c'est lui en fait qui va après nous solliciter en fonction du projet.
Donc, c'est vrai que les services de santé au travail, voilà, il y a vraiment une chance dans la démarche en fait pour les impliquer, c'est que les services de santé au travail, comme on l'a vu, ils sont à proximité de vos entreprises. On est un peu partout hein, sur le territoire breton. De plus, le médecin du travail, les infirmiers ou les équipes qui sont présentes connaissent les entreprises. Dans certaines équipes médicales, ils suivent les entreprises depuis une dizaine d'années, donc ils sont au courant des problématiques de santé qui sont présentes dans les entreprises. Ils sont au courant aussi de tout l'historique de l'entreprise, déjà des démarches de prévention qui ont été mises en place, des difficultés que vous avez rencontrées. Donc, quand nous, en fait, on arrive dans un projet, on n'est jamais, enfin, on arrive un petit peu dans un terrain déjà qui est déjà un petit peu connu. Donc, on connaît les difficultés, les projets qui ont été déjà mis en place. Donc, ça permet vraiment d'avoir un accompagnement un peu plus, on va dire, un peu plus personnel. L'autre chose aussi, c'est qu'au sein des services de santé au travail, il y a une pluridisciplinarité qui est présente. Il y a en effet les médecins, les infirmiers qui sont des experts sur les questions de santé, de prévention également. Et on a des experts techniques avec nous, ergonomes spécialisés justement dans l'analyse de l'activité de travail, mais il y a également des hygiénistes, des toxicologues, des techniciens hygiène, sécurité, environnement, qui là en fait peuvent conseiller sur des problématiques liées par exemple à l'environnement sonore, à l'environnement thermique, à la ventilation, ce type de choses. Donc ça permet vraiment d'avoir une approche globale dans un projet de conception. L'autre point qui est intéressant et qui n'est pas des moindres, c'est que toutes les actions en fait en milieu de travail sont comprises dans l'adhésion que vous payez. Donc il n'y a pas de frais en fait supplémentaires liés à notre intervention. Donc ça peut être aussi un point intéressant. Voilà. Donc lorsque vous menez un projet de conception, on fait un petit rappel un petit peu sur les partenaires ou les personnes qui sont à mobiliser. Donc, en interne, les premières personnes à qui vous devez faire appel, c'est bien sûr tout ce qui est ressources humaines, les services ressources humaines, les chargés de prévention, mais également les instances représentatives du personnel et le CSE. C'est vraiment des acteurs importants qui sont là en fait pour construire le dialogue social. On entend ce dialogue social, il est au cœur aujourd'hui de l'actualité en raison de la crise sanitaire, mais il doit être toujours présent dans n'importe quel changement et n'importe quel projet de transformation. Et quand on parle de dialogue, c'est pas juste en fait proposer les plans pour avis, c'est vraiment en fait avoir des allers-retours entre l'employeur, les instances représentatives du personnel, les salariés, pour vraiment en fait co-construire un projet qui réponde aux besoins de tous et qui soit cohérent. On a bien sûr donc le service de santé au travail qui est un peu à la fois un acteur interne parce que il a la connaissance de votre entreprise et puis un acteur externe parce que on est quand même souvent extérieur aux entreprises. Dans les acteurs vraiment externes, vous pouvez aussi faire appel soit à des cabinets de consultants sur des projets un peu plus particuliers. Il y a également l'OPPTP pour toutes les entreprises qui sont rattachées au secteur du BTP. Et on a la CARSAT, donc la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, via les contrôleurs sécurité notamment, donc qui pourront vous accompagner sur des thématiques un peu particulières et surtout qui peuvent aussi vous conseiller sur des aides financières. C'est vrai que la CARSAT a chaque année quasiment des programmes de prévention avec des aides financières présentes. Sur ces diapos-là, on vous a mis des liens, vous verrez. Normalement, vous aurez ces présentations par la suite sur le site Présence Bretagne ou on vous les transmettra par mail. Donc, ça permettra en fait à chacun d'aller un peu plus loin sur les informations. Pour vraiment encore remettre un petit peu une couche, si j'ose dire, il faut savoir que dans les projets de conception, l'implication des salariés est primordiale pour réussir votre projet de conception. C'est eux qui connaissent l'activité de travail, c'est eux qui vont pouvoir vous dire en fait
qu'il y aura des dysfonctionnements peut-être en faisant des simulations de l'activité. Donc, c'est vraiment important de les impliquer et de les impliquer réellement, notamment comme vous l'avez expliqué, Émilie, via par exemple des simulations de l'activité future au cours de groupes de pilotage, pendant des groupes de travail. Voilà. Pour résumer, donc les grandes bases de l'intervention, c'est, on l'a dit tout au long de la présentation, c'est que lorsqu'on intervient et pour vous aider en tout cas et vous accompagner dans la réalisation d'un cahier des charges, c'est vraiment, ça passe par l'observation des situations de travail pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins et ce qui fonctionne pas et comment en fait y remédier. C'est aussi du coup une démarche qui doit être participative et pluridisciplinaire, avec notamment la création de groupes de travail avec des utilisateurs, les instances représentatives du personnel, bien sûr les décisionnaires. Après, l'objectif, ce n'est pas de multiplier des groupes de travail. Si vous avez déjà des groupes de travail en interne sur des questions de santé et sécurité, ou s'il y a eu des groupes de travail de fait avec, par exemple, l'architecte, l'objectif, voilà, c'est de s'intégrer à ces groupes existants et de ne pas voilà, avoir 15 groupes de travail, sinon tout le monde va passer sa vie en réunion. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Je peux permettre un petit aparté, Laurence. Ce qu'il faut se dire aussi, ça peut faire peur. On peut avoir l'impression que ça va être quelque chose de un peu chronophage. Après, ça dépend aussi de la taille de votre projet. Si vous construisez un bâtiment, c'est clair il va falloir passer par ces étapes-là. Si vous modifiez un poste de travail, ce sera peut-être une ou deux petites réunions avec quelques personnes qui vont suffire en fait. Il faut vraiment remettre cette méthodologie, elle s'adapte en fait en fonction de la taille de votre projet et en fonction de l'étape dans laquelle on arrive. Donc faut pas avoir peur de ça. Tout se modifie. On n'est pas obligé de dérouler voilà, point par point pendant 12 mois toutes les étapes pour arriver à quelque chose. Ça peut aller très vite et ça peut être beaucoup moins formalisé en quelque sorte. Voilà. C'est ça. La démarche aussi, ce qu'on disait avant, c'est que voilà, elle doit être itérative, c'est-à-dire s'autoriser à revenir donc sur les choix antérieurs qu'on a faits, parce que si on se rend compte sur plan que ça ne va pas marcher, ça ne fonctionnera pas forcément lorsque les murs seront montés. C'est obligatoire, si ça ne fonctionne pas sur le plan, ça ne fonctionnera pas dans la réalité. Donc, autant en fait s'autoriser à modifier des plans plutôt qu'une fois dans les locaux, se dire mince, qu'est-ce qu'on fait? Et peut-être engager en fait des actions de correction ou être confronté au quotidien aux problématiques qu'on aurait pu éviter. Et la démarche, du coup, c'est ce qu'on disait aussi, elle doit être globale. Je pense à travers les exemples, vous l'avez bien vu, lorsqu'on intervient dans un projet de conception, de transformation, on n'est pas juste là pour vous conseiller sur des hauteurs de table ou sur des espaces de travail. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment l'activité va se faire. Donc, on s'interroge notamment à l'organisation de l'activité, mais également à l'environnement, aux contraintes budgétaires. Je voulais juste effectivement faire une précision. On a eu une question sur le chat à ce sujet qui précisait effectivement que effectivement, on ne regarde pas que la partie physique, que la dimension physique. On pouvait aussi aller sur le champ de l'organisationnel et donc ça reprend bien en fait tes propos. Hein. On est bien sur la prise en compte globale de l'activité pour en déterminer. Donc effectivement, on utilise souvent le mot ergonomique pour parler de la chaise ergonomique, enfin la souris ergonomique, mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose dans ce contexte-là, puisqu'en fait, la souris ergonomique ou la chaise ergonomique, ce serait quelque chose qui sera adaptable à tout le monde et donc réglable dans tous les sens éventuellement. Enfin, donc voilà, on regarde vraiment la situation dans sa globalité, effectivement. Voilà, et du coup, voilà, c'est ces enjeux-là, en tout cas cette démarche-là, donc comme tu disais, Émilie, peu importe le nombre de réunions faites ou la façon dont c'est fait, le but, c'est vraiment de créer un dialogue au sein de l'entreprise pour co-construire en fait un projet avec voilà, l'amélioration de la santé, de la sécurité et de la performance de l'entreprise. Et surtout, on est bien conscient qu'il y aura des compromis à faire. On peut pas, enfin, il n'y a pas de budget illimité. Les murs, parfois, ils sont ce qu'ils sont. La surface du terrain, il est ce qu'il est. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir en fait rechercher des compromis ensemble
et qui soit validé, on va dire, par tout le monde. Et surtout, qu'il n'y ait pas de surprise, en fait, une fois qu'on arrive dans le futur espace de travail, on va dire. Voilà. Donc, pour une démarche réussie, donc c'est en intégrant en fait vraiment le point de vue donc, de l'utilisation passée et future qu'on pourra vous accompagner vers la création d'un espace et d'une conception adaptée et facile d'utilisation. Tout en intégrant les utilisateurs tout au long du projet, donc même quasiment à la définition en fait du cahier des charges, ça permettra en fait d'avoir aussi un démarrage rapide du système et connu de tous. C'est-à-dire qu'en impliquant tout de suite l'ensemble des utilisateurs, on facilite aussi l'adhésion et c'est ce que je disais, on évite en fait les surprises en fait à la remise des clés, on va dire. Et même si ça fait peur, on va devoir faire plein de réunions, on va devoir travailler sur des plans. On a l'impression que ça va être une démarche chronophage. Il faut vraiment partir dans l'idée qu'à terme, ça va vous faire gagner du temps et surtout en fait de l'argent parce que ça vous permettra d'éviter des projets de correction derrière. C'est pas parce qu'on veut aller vite que forcément ça va. Voilà. Si on va vite, généralement, ça ne sera pas parfait du premier coup, sauf coup de bol, ça peut arriver. Mais voilà, si on ne prend pas le temps de bien réfléchir en amont, on risque après d'être confronté à des problématiques qui en plus vont être récurrentes par la suite. Donc autant prendre son temps au début. Alors, on vient d'avoir une question intéressante. Et du coup, j'y ai répondu sur le chat, mais je souhaitais juste attirer l'attention de tous les participants. Il y a une personne qui demande effectivement pour un commerce sans transformer, alors pour un commerce ou une autre structure, peu importe, sans transformer, pouvez-vous venir en appui et en conseil, un œil externe? Donc, j'ai répondu qu'effectivement, on intervient également en conseil pour l'amélioration de l'existant. La démarche de conseil, elle passe aussi par de l'observation pour qu'on puisse mieux comprendre l'activité et vous conseiller au mieux sur vos situations de travail. Donc là encore, vos situations de travail, elles sont singulières, elles sont propres à votre activité, à votre entreprise. Donc on passera de toute façon par de l'observation. Mais oui, on peut intervenir bien sûr sur l'existant. Voilà, je te laisse terminer. Oui, on peut peut-être répondre à l'autre question là. On nous demande donc ce qu'est un COPIL. Donc voilà, le COPIL en fait c'est comité de pilotage, c'est l'abréviation. En gros, voilà, c'est là un groupe de travail, on va dire en tout cas un groupe de personnes avec donc des salariés, également les décisionnaires. Et leur mission, en fait, ça va être de suivre le projet tout au long de sa construction. Donc, c'est eux aussi qui vont être amenés à prendre les décisions d'arrêter tel ou tel plan, de modifier certaines choses. Donc, il a toute son importance en fait dans un projet de conception. C'est vraiment en fait le groupe décisionnaire au sein de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, c'est bien. Donc là, du coup, on arrive à la fin de la présentation. Si vous voulez aller chercher des informations un peu plus loin, on vous a mis quelques documentations, donc notamment l'INRS avec le premier document, là, le D6093, qui reprend la démarche dans des projets de conception. Tout ce qu'il faut penser. Vous avez aussi deux autres documents qui vont un peu plus loin sur les obligations, par exemple, des maîtres d'ouvrage ou sur les grandes recommandations liées à par exemple, les flux de circulation, les espaces de travail, ce type de choses. Donc, tout ça, c'est téléchargeable aussi sur le site de l'INRS. On vous a mis aussi deux documents sur les espaces d'accueil, parce que c'est souvent en fait des projets qui reviennent. Il y a notamment un des documents qui s'intéresse aussi au flux, donc flux des usagers, mais aussi flux des salariés. Donc, il est assez bien fait, ça permet de se poser les bonnes questions. Ensuite, on vous a mis donc quelques liens vers des démarches, des outils ou des conseils pratiques pour analyser l'activité de travail. Il y a notamment le site Prévention TMS TPE. Donc ça, c'est un site spécialement fait pour les TPE de la région Bretagne. Il y a un webinaire qui aura lieu en fin de journée sur
ce site-là. Donc, c'est voilà, des fiches pratiques qui renvoient à d'autres outils aussi. Il y a le site de la CARSAT TMS Pro qui, là, pareil, renvoie à des démarches en fait sur l'analyse de l'activité, et puis le site de l'ANACT, prévention de l'usure professionnelle. Donc sur le site TMS Pro, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'être dans l'action TMS Pro menée par les CARSAT. C'est des outils qui sont en libre accès. Et en dernier, vous avez les outils de simulation, donc notamment l'outil Mavimplant de l'INRS. Donc, ça permet en fait de faire des représentations 3D avec des modules déjà tout faits. Il y a que quelques secteurs actuellement qui sont mis en place, mais il y en a déjà pas mal. Donc, boulangerie, logistique, hôtellerie, restauration. Oui. Je sais. Il y a les garages ou pas? Je sais plus. Les garages. Les ouais. garages. Voilà. Et donc, progressivement, en fait, il y a plusieurs secteurs qui vont rentrer dans cet outil-là. Et il y a ce qu'on vous disait tout à l'heure, l'outil de l'ANACT simuler le travail futur, avec notamment le logigramme qui vous a été présenté. Voilà. Donc, comme on disait, toutes les présentations, en tout cas l'enregistrement du webinaire sera accessible prochainement sur le site présencebretagne.org. Les présentations, le format PowerPoint, si ce n'est pas accessible, on vous les enverra par mail, tout simplement. Je pense que ça sera comme ça que ça se fera. Voilà. Il y a également, vous trouverez aussi toutes les coordonnées des services de santé au travail bretons sur le site aussi présencebretagne.org. Donc, on tenait à vous remercier de votre participation. J'espère en tout cas qu'on a été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, on attend vos questions, ou en tout cas pour répondre de façon plus longue à certaines de vos interrogations. Comme vous l'a dit Maria en début de webinaire, si vous avez des questions un peu plus poussées, n'hésitez pas à nous donner votre mail peut-être, donc soit en message privé, et à ce moment-là, on pourra communiquer par mail par la suite. Voilà. Sachant qu'il est 10h25, donc ouais, on a 5 minutes de questions. On est pas mal. Si vous avez peut-être l'intention de suivre d'autres webinaires, j'avoue que je n'ai pas le programme sous les yeux, je ne sais plus lesquels sont à 10h30, mais si vous êtes inscrit à un autre webinaire, évidemment, c'est peut-être le moment de filer, de changer de lien et de retrouver d'autres collègues. Voilà, sinon, on est encore là, nous, quelques minutes, je pense, hein, si vous avez des questions, pour ceux qui veulent rester un petit peu avec nous. Et sinon, merci à vous d'être venus, d'être restés jusqu'au bout, hein, puisque visiblement, on a perdu personne en cours de route. Donc, je pense que ça va, c'est qu'on n'était pas trop rébarbatifs. Voilà. Merci à vous. Et puis, pour ceux qui se déconnectent, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit mot en chat, savoir si c'était clair, si ça vous a plu, si ça vous a convaincu. Voilà. Et puis, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.